Comme je vous le disais, parler des hommes tous pourris, je le mets entre guillemets. 200 hommes ont signé une tribune dans Libération pour, je cite, en finir avec la domination masculine. L'affaire Pélico nous l'a prouvé. La violence masculine n'est pas une affaire de monstres, c'est une affaire d'hommes. De Monsieur Tout-le-Monde, est-il écrit. Le chanteur Renaud a aussi apporté son soutien à Gisèle Pélico. Je souhaite apporter mon soutien total ainsi que mon admiration à Gisèle Pélico, dont la vie me bouleverse. J'espère de tout mon cœur que le courage d'avoir demandé des audiences publiques fera enfin bouger cette société patriarcale. Et nous, les mecs, quant aux violences faites aux femmes et aux enfants, il serait temps aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités et s'engage concrètement dans cette lutte. Fatima Bennomar est avec nous, elle est militante féministe. Bonjour, Madame Bennomar. Est-ce que Madame Bennomar est là ? Oui. Et merci. Je suis là. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes également présidente du collectif Coude à Coude. Et je voulais savoir comment vous aviez interprété et lu cette tribune 200 hommes qui signent une tribune dans Libération pour en finir avec la domination masculine. Je vois bien qu'il y a des tentatives en fait de contribution des hommes à cette espèce d'après-MeToo qui continue à se dérouler. Je vois bien que ça tâtonne, mais je me réjouis du moins qu'il y ait cette réflexion. Moi, c'est vrai que je suis militante féministe depuis très longtemps. Enfin, ça commence à dater depuis 2009. J'ai vu des étapes se dérouler, toujours plutôt à l'impulsion des mouvements féministes, de l'opinion publique, plutôt du côté des femmes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'attends dans l'étape suivante, et j'ai l'intuition que ça viendra d'une prise en charge du débat par les hommes. Souvent, il y a eu des tentatives de le faire de manière en se distanciant des agresseurs. C'est-à-dire, moi, je ne le ferai pas, du coup, je soutiens les femmes et je montre du doigt les agresseurs, ce qui était une étape. C'est vrai que ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est troublant dans ce procès, c'est qu'il nous donne l'opportunité de regarder une scène presque métaphorique dans cette file d'hommes qui vient démonter les stéréotypes sur les violeurs, qui sont en général quelque chose qu'on repousse vers la marge de la société, c'est-à-dire les psychopathes, les migrants, les machins. C'est pas un problème du cœur de la société, c'est un problème de la marge de la société. Et là, on voit effectivement cette file de Monsieur Tout-le-Monde qui peut inviter en fait à une réflexion globale. Je vais dire des choses un peu crues et j'espère que vous me reconnaîtrez dans la manière de les dire, que vous voyez que je n'essaye pas de ménager moi-même mon image ou de me protéger. Dans le sens que moi, le jour où je quitterai ce monde, j'ai pas envie de me dire que ma contribution au débat public, ça a été juste de dire des choses confortables. J'ai envie de dire que dans cette phrase, par exemple, est-ce que les hommes ont un problème fondamental avec le viol ? Moi, je n'ai pas cette réponse à cette question, parce que je ne suis pas un homme, et que je ne sais pas si c'est une phrase que vous pourrez dire totalement vraie, complètement fausse, partiellement vraie, partiellement fausse. Et je pense qu'il y a un moment où on doit vous déléguer en fait cette question et que vous vous disiez, attendez, s'il y a des productions culturelles, s'il y a des publicités, s'il y a des mangas, s'il y a des BD, s'il y a la publicité d'Yves Saint Laurent qui à un moment a quasiment presque mis en scène un début de viol collectif et que ces choses-là nous ciblent en tant qu'hommes. Est-ce que et là, ce sont des marketeurs. C'est pas des gens qui font de l'idéologie, c'est pas des militants, c'est des gens qui veulent faire du fric. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit regarder face à notre miroir ? Qu'est-ce qui a fait dans les étapes de construction de notre masculinité qu'on a niché en nous un fragment d'agresseur et que c'est ça qu'il va falloir démonter. Et pour moi, tant que ça c'est pas fait, ce débat va tourner en rond pour encore longtemps. Voilà ce que je peux vous livrer. La difficulté, c'est la généralisation, c'est les hommes. Il y a certains hommes qui ont été tout simplement bien élevés. Il y a certains hommes qui ont, dans leur cellule familiale, reçu des injonctions, qui ont entendu la parole justement des femmes, qui ont parfois aussi entendu la parole de leur père, et qui n'étaient pas exactement dans la situation que vous décrivez. C'est la généralisation. Les hommes, c'est ça qui peut effectivement poser, en tout cas réflexion ou poser sujet à discuter. Pour tout vous dire, vous pouvez me dire, votre réponse, c'est que c'est une question de bien élevé, mal élevé. Si moi, je vous dis qu'après avoir accompagné
des centaines, peut-être des milliers de dossiers, il y avait des hommes d'une parfaite éducation, au-dessus de tout soupçon, charmants en société, et qui avaient l'air, dans leur culture, dans les livres qu'ils ont lus, dans les œuvres qu'ils ont vues, dans l'élégance des idées qu'ils pouvaient avoir avec moi au débat, quelque chose où je n'aurais jamais soupçonné les violences sexistes et sexuelles qu'ils auraient fait. Est-ce que la misogynie apprise n'est pas autre part que dans une question, pour le coup, généralisée de la bonne éducation? Mais alors votre analyse, c'est quoi? C'est l'ADN? C'est quand même la culture. Non, certainement pas. Donc c'est la culture et c'est la société. Donc nous sommes d'accord. Mais moi, je vous rejoins pour tout vous dire. Je connais les hommes depuis toujours, puisque j'ai grandi avec eux. J'étais dans des équipes de football depuis toujours. Et j'ai souvent, je le dis vraiment, un peu eu honte du comportement de certains hommes. Je peux pas vous dire autre chose parce que je le pense. Et effectivement, j'ai découvert moi-même, qui connaissais bien les hommes, pourtant, j'ai découvert avec MeToo des comportements que je n'imaginais même pas. Pour une raison simple, c'est que on ne sait jamais comment un homme se comporte dans l'intimité, par exemple avec vous. Fatima, ou je pourrais dire la même chose avec Géraldine. Par définition, je ne sais pas ce qu'il vous dit. Je ne sais pas ce qu'il vous dit quand il vous rapporte, quand il vous raccompagne un soir devant votre porte. Je ne sais pas ce qu'il vous dit lorsqu'il vous offre un cadeau. Je ne sais pas ce qu'il vous dit lorsque vous dînez ensemble. Je sais comment moi, je pouvais parler. J'ai l'impression d'être très majoritaire, que tous mes amis étaient pareils. C'est-à-dire que mes amis, quand nous avions 15 ans, 17 ans, 18 ans, on était plutôt timides avec les jeunes femmes. Et tant qu'un signal n'avait pas été envoyé, eh bien, on ne bougeait pas beaucoup, pour tout vous dire, parce qu'on n'avait pas envie ou d'importuner, ou même d'être humilié par un refus. Moi, j'ai plutôt l'impression que la majeure partie des hommes sont comme ça. Voilà, ceux que j'ai rencontrés. Mais il y a effectivement des gens pour qui, lorsque tu leur dis non, ça les excite, visiblement. Et puis, il y a effectivement des gens qui agressent. J'ai le sentiment que c'est une infime minorité. Maintenant, Fatima, je ne connais pas la vie des... Et si je vous dis qu'il y a beaucoup d'hommes que j'ai vus qu'effectivement dans le procès, il a été mis en avant leur extrême timidité avec les femmes et tout, et que quand ils ont eu une opportunité, notamment avec des femmes dont on pouvait contourner le consentement du fait d'une soirée alcoolisée et tout, et ben c'est là qu'ils sont passés à l'acte de contournement du consentement. Je vous donne des bribes parce que très franchement, j'ai commencé cette intervention en disant que je vous délègue. Vous me faites votre réponse qui est à l'instant T, qui est « j'ai l'impression que c'est ultra minoritaire ». Moi, peut-être que c'est biaisé, mon positionnement du fait de mes fonctions, j'ai l'impression que c'est loin d'être minoritaire. Mais ouvrons au moins cette discussion, ne l'ouvrons pas avec mais vous des avez raison, débats Fatima, souvent mais... un petit peu sous forme de clash ou lapidaire. Non, mais il y a une phrase que j'aime bien, moi, c'est les gens sont ce qu'ils font. Moi, je traverse la vie avec quelques phrases, dont celle-là. Les gens sont ce qu'ils font. Donc, ceux qui violent, ils ont violé. Ceux qui ont agressé, ils sont agressés. Et ce sont des agresseurs. Mais ceux qui n'ont pas violé et ceux qui n'ont pas agressé, ce ne sont pas des violeurs et ce ne sont pas des agresseurs. Par exemple, les contenus pornographiques, les contenus les contenus culturels qui sont très clairement habités par des sous-entendus de viol, ils s'adressent à une niche, ils s'adressent à une minorité, on ne sait pas pourquoi. Et très franchement, à un moment, je m'étais pliée à cet exercice. C'était bien pénible d'analyser plusieurs contenus pornographiques. Parce que vous trouvez que les films porno, par exemple, vous trouvez que la représentation des films pornographiques, globalement, c'est dans cette expression qui est souvent employée, c'est la culture du viol. C'est votre analyse? Il y avait des choses qui revenaient quand même très souvent. Le fait de montrer que la fille était trop stupide pour comprendre ce qui se passe, de l'habiller comme une fille mineure avec des couettes, avec une direction d'actrice comme quoi, voilà. Je parle même pas des scènes de violence en montrant des systèmes inégalitaires, genre l'élève qui est là qui a besoin d'une bonne note, la boniche qui est, je suis désolée, un peu de sincérité là-dessus. Hein. Non, mais je ne suis pas un spécialiste pour tout vous dire des films pornographiques. Vous dites oui, vous êtes extraordinaire. Je veux dire, mais Fatima, vous dites oui. Qui voit de quoi je parle alors. Mais je vais vous dire, mais ce qui est vrai, et alors peut-être que c'est... Moi, il se trouve que j'ai 4 filles, donc peut-être ma sensibilité est différente. Souvent, je dis toujours la même chose. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs régulièrement, ils doivent se dire, Pro, il dit toujours la même chose.
On ne sait jamais votre vie, en fait. Et on a découvert la vie des femmes presque avec la séquence MeToo. Mes filles me racontent parfois des choses, des mecs qui leur envoient des photos, etc. Je trouve ça tellement invraisemblable. J'ai une autre fille qui me dit, je rentre dans le métro, je regarde mes pieds, parce qu'effectivement... Donc forcément, t'es peut-être plus sensibilisé que d'autres, mais t'es surpris du comportement de certains hommes. Mais évidemment, pas de tous les hommes. Il est 12h28 et c'est souvent la conversation que j'essaye de mener avec les uns et les autres. Il est 12h28, vous restez avec nous, Fatima Benomar, militante féministe. Et je rappelle, parce que je ne sais pas ce que c'est que cette association, vous allez me le dire, sans doute l'association Coudes à Coudes. Comme son nom l'indique, c'est une association qui organise la solidarité, mais entre plusieurs luttes, notamment féministes, écologiques, antiracistes, contre l'exploitation de classe. Je vais peut-être pas participer tout de suite à toutes les luttes, mais même si là aussi ces thèmes-là devraient être rassembleurs, l'écologie ça devrait être rassembleur, l'antiraciste qui n'est pas antiraciste, tout ça devrait être En fait, tout ça devrait être abordé d'une manière peut-être pas comme ça l'est abordé non plus dans l'espace public. Mais bon, il est 12h29 et vous allez pouvoir continuer avec nous et puis pourquoi pas réagir à ce qu'a dit Fatima Benomar. À tout de suite. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Fatima Benomar, qui est militante féministe, qui est avec nous. Est-ce que vous acceptez, Fatima, qu'une jeune femme entre en conversation avec vous et vous apporte, pourquoi pas, la contradiction ? Bien sûr. Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle, vous habitez le Maine-et-Loire. Oui, bonjour Pascal Praud. Et vous nous écoutiez tout à l'heure dans notre échange avec Fatima Benomar et peut-être avez-vous une question ou une interprétation à proposer. Oui, alors je dis bonjour à Fatima, déjà avant tout, voilà. Moi, je ne pense pas que tous les hommes sont des violeurs potentiels. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui violent, pourquoi qui agressent. Sincèrement, je ne sais pas. Une chose qui est sûre, c'est que ça se trouve dans toutes les classes socio-professionnelles, ça c'est clair, voilà. Et par contre, je suis contre le mouvement de récupération par les mouvements féministes par rapport à ça. Parce que déjà, quand on baigne que dedans, on a tendance à avoir des violeurs partout. Et la société n'est pas ainsi faite, pour ma part. J'en suis intimement convaincue. Et je voulais dire aussi à Fatima qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes aussi qui vivent de la maltraitance de la part des femmes. Et ça, il n'y a pas d'organisme qui protège les hommes par rapport à ça. Je pense que pour Madame Pellicot, qu'elle soit récupérée par un mouvement féministe anti-viol, cela me dérange énormément. Je vais vous expliquer pourquoi, Madame Fatima. Je ne mets pas les hommes dans tous le même panier. Ce ne sont pas tous des violeurs potentiels. C'est pas non plus ce que dit Fatima. Ce que dit Fatima, et je peux l'entendre, c'est que la société, depuis des siècles, a mis en place des conditions où le viol ou la domination masculine était... Alors c'est le continuum, on va parler de la domination masculine d'abord, et que le viol est un continuum, était en place. Et c'est difficile de dire le contraire. C'est-à-dire que la domination des hommes à travers les siècles, il y a 50 ans par exemple à Europe 1, il y avait des hommes qui travaillaient. Et qu'il faut mieux être une femme à Europe 1 en 2024 qu'en 1974. Parce qu'il y avait des comportements, des possibilités, des humiliations, pourquoi pas, des choses qui se mettaient des chantages aussi sans doute qui se mettaient en place, qui sont le fruit de siècles de culture masculine. Voilà ce qu'elle veut dire, Fatima. Mais elle ne dit pas que tous les hommes sont des violeurs, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Moi, je lui ai dit tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais la culture dominante, elle est quand même, elle penche du côté des hommes. Bon, alors moi je vais vous dire une chose, Pascal Praud, la culture a quand même changé, puisque jusque dans les années 70, une femme qui était mariée ne pouvait pas avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. C'est ce que nous disons. Donc, elle était en effet... Mais c'est il y a 50 ans, mais c'est hier. Voilà. C'est oui, hier. Ça a beaucoup... Oui, c'est hier, mais Pascal Praud, depuis maintenant à 50 ans, ça a énormément changé, croyez-moi. Et moi, je vois beaucoup de jeunes gens, de jeunes hommes et d'hommes, qui me disent, je ne sais plus comment aborder une femme. Alors ça, c'est vrai aussi, et vous avez raison. Qui me disent, j'ai peur. Mais vous avez raison. Et je vais vous dire, Pascal Praud, j'ai même des jeunes en couple où le jeune homme me dit, je fais attention parce que j'ai peur que si je fais un geste
ou que je dise quelque chose, ça se retourne contre moi. Mais vous avez raison. Donc, il faut je l'entends, être modéré. Il faut être modéré. J'entends ce que vous dites et bon, Fatima, Voilà. je vais être porte-parole de votre mouvement hein, si ça continue. Il est créé. Non, mais que les choses aient changé, bien évidemment, et je ne serais pas militante si j'avais pas une vision optimiste de l'histoire, parce que je me dirais que militer, ça sert à rien. Tout ce qui a été construit par l'esprit peut être déconstruit par l'esprit. Il n'y a aucun problème, et je milite pour qu'il y ait de nouvelles générations qui construisent d'autres rapports de genre à baser sur l'égalité. Vous avez dit d'autres rapports de domination, hein, Bien sûr, parce que j'ai cru que vous vouliez dire que vous vouliez que les femmes prennent le pouvoir. Rapports de domination. Pour abolir les rapports de pouvoir, ce qui ne sera pas facile. Ce que vous dites sur les hommes qui sont victimes des femmes, bien entendu qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences de la part de femmes. Ce que je veux dire, c'est que comment on fait la différence entre quelque chose, des violences qui sont systémiques ou qui ne le sont pas, c'est que franchement, demandez autour de vous combien d'hommes en marchant dans la rue voient au loin un groupe de femmes et disent « Oh là là, comment je vais faire ? Est-ce qu'il faut que je mette des écouteurs ? Est-ce qu'il faut que je fasse semblant de parler au téléphone ? Est-ce qu'il faut que je tourne dans la rue ? Est-ce qu'il y a assez de violences féminines pour que les hommes aient peur la nuit de tomber sur des femmes ? Est-ce que quand on a un date, je sais pas moi, un date Tinder, quelqu'un qu'on a rencontré en ligne ou quoi, est-ce que les hommes se posent les mêmes questions en allant chez la femme que l'inverse. Donc c'est à ça qu'on doit avoir un peu de lucidité pour comprendre quels sont les rapports de force dans la société. Et par rapport à ce que vous dites sur... moi, effectivement, quand je dis tous les hommes ne sont pas concernés ou quoi, moi-même je me pose des questions. En vérité, je ne peux pas avoir la réponse absolue à ça. C'est pour ça que j'encourage à une mise en contribution mixte de la question. Je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et qui montre parfois aussi les subtilités entre un débat théorique et une situation pratique. Si je débat théoriquement, je débat théoriquement depuis longtemps avec ma mère, et que je lui dis, si je te dis qu'il y a quand même une très grande part d'hommes qui peuvent agresser, peut-être plus du tiers ou quoi, elle va lever les yeux au ciel, elle va me faire exactement la même réponse que Pascal, genre, oh là là, ma fille, tu vas trop loin, n'importe quoi. Il s'est passé il y a 2 ans une question pratique. Je vais les rejoindre en Espagne. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc je vais dans une auberge, le truc là, des chambres avec plusieurs lits. Ma mère, dans cette chambre, il y avait 3 hommes et 3 femmes, dont moi. Ma mère, tout de suite, instinctivement, me dit « Attends, tu vas être dans une chambre avec 3 hommes, t'as pas peur ?» C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle analyse instinctivement, même pas sur la base d'un positionnement idéologique ou théorique, qu'un homme sur 3 est capable de s'en prendre à moi. Je vous le donne en 1000, bizarrement, je lui réponds « Écoute maman, n'importe quoi, en plus c'est un endroit où il y a plusieurs personnes, il n'y a pas de risque. » Eh bien, je vais dormir ce soir-là dans cette chambre. Les autres partent en teuf et il y a un mec qui reste. Et je subis... le mec s'approche de moi alors que je suis réveillée et se met à se masturber en me regardant. C'est là, en fait, qu'il y a toute cette ambivalence dans notre façon d'appréhender l'ampleur du phénomène. Moi-même, c'est des choses, je vous le dis honnêtement, où j'ai changé d'avis plusieurs fois, où je me dis, attends, je pense effectivement qu'en tant que militante, je pose une loupe sur des récits qui me sont beaucoup racontés. Il y a d'autres fois où je me dis, mais non, tous les agresseurs sont pas en train de tomber sur les filles de Pascal Praud. Tu vois, si toutes les filles de Pascal Praud témoignent, c'est que c'est le cas de beaucoup d'autres filles, d'autres hommes, et que c'est massif et que c'est endémique. Et donc, tout à l'heure, je ne disais pas que tous les hommes sont des agresseurs. Je disais, est-ce que chaque homme peut se dire quelle est la part d'agresseurs ? Parce que je ne pense pas qu'on soit des êtres homogènes. Je pense qu'il y a plusieurs identités en nous qui nous sont impulsées par un contexte social et qu'il y a une part qui est flattée chez les hommes de la glamourisation, de la banalisation, de l'érotisation des violences sexistes et sexuelles et qui peut aussi provoquer des passages à l'acte. Moi, c'est ma thèse de la place où je suis. Pascal me dit que lui, il pense que c'est très minoritaire. C'est sa voix. Si ça se trouve, il va changer d'avis d'ici demain. Mais au moins, posons la question honnêtement. Ayons le courage de se regarder entièrement dans le miroir. Par ailleurs, si je laisse de côté le côté patriarcal, moi, sur d'autres pans, je reconnais que j'ai eu des rapports de domination et de violence envers des personnes. Notamment, j'ai grandi au Maroc. Le Maroc est un pays où il y a une grande part de racisme contre les Noirs. Et il m'a fallu du temps pour déconstruire et réhumaniser l'image déshumanisée que j'avais des Noirs.
Et c'est un travail que j'ai fait avec humilité. Et à un moment, je me suis dit, ah là là, c'est pas gentil de dire ça sur les Arabes. Si, les Arabes marocains ont été éduqués dans une éducation où ils dénigraient les Amazirs, notamment, population minoritaire au Maroc, et les Noirs. Il faut le faire. Et je vous assure qu'on en sort meilleur et on sort pas en disant, on m'attaque dans mon identité. Ce sont d'abord, ce qui est agréable avec vous, Fatima, c'est que vous mettez de la nuance dans ces sujets. Et ce qui est agréable aussi, c'est que vous n'avancez pas avec des certitudes. Vous dites vous-même, je m'interroge, et ça, je trouve que c'est agréable quand on est dans une discussion comme cela. Ce sont des discussions effectivement très très longues parce qu'elles sont aussi paradoxales, parce que la place des femmes, par exemple dans les maisons depuis toujours, dans les familles, veux-je dire, la place des femmes, même dans les familles, je veux dire de toute condition sociale, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est les mères qui faisaient les enfants en France. Souvent, c'est les mères qui éduquaient les enfants, c'est les mères qui s'occupaient des enfants. Alors, ça veut dire quoi, s'occuper ? Ça veut dire que c'est les mères qui les emmènent au sport, c'est les mères qui les emmènent chez le dentiste, c'est les mères qui les soignent, c'est les mères... Bon. Et la place de l'influence dans les sociétés, dans la sphère privée, l'importance de la femme, et chacun peut le mesurer d'ailleurs, chacun peut le mesurer avec des relations, des amis, etc. Les choses demandent à être plus nuancées parce que la société patriarcale, comme vous dites, dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle, elle était... il y avait une sorte de différence dans la sphère privée. Je l'ai souvent observé. Et vous peut-être aussi, Fatima. Très clairement, et encore aujourd'hui, tout ce qui est le soin, le travail invisible, c'est un peu le propre du patriarcat aussi, d'invisibiliser le travail des femmes. Vous voyez, moi j'ai toujours vu, ma mère elle faisait un travail qui était à refaire tous les jours le lendemain, c'est-à-dire le ménage, le soin à apporter aux gens, le fait que tout soit propre pour que les enfants ne tombent pas malades, ça on le voit pas. Le jour où mon père a bricolé une commode, déjà on le voyait, à chaque fois que des gens venaient, voyez et c'était quelque chose qui restait, c'était pas un travail invisible et à refaire le lendemain. C'est vrai. Bon écoutez, on arrive au bout de... vous habitez où, Fatima ? Parce que ce serait bien. À Montreuil. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu dans notre studio ? Il faut venir dans notre studio parce que vraiment c'est intéressant. Vous êtes venu d'ailleurs sur le plateau. Moi, je vous avais reçu sur le plateau de CNews. J'ai l'impression au départ de notre aventure CNews sur l'heure des pros. Oui, je m'étais coltiné Zemmour qui avait décidé qu'il fallait que je change de prénom. C'était très agréable. Je me souviens. Mais, non, mais bon, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est dans une société où les uns les autres. Peuvent échanger. Parfois, c'est d'une manière virulente et parfois de manière plus apaisée, comme ce fut le cas à l'instant. Donc, je remercie Fatima Bendoumar et la prochaine fois, vous viendrez en studio. Je remercie également Isabelle du Maine-et-Loire.